Nous allons prendre le troisième sous-thème de cette conférence. Il s'agit des bases spirituelles et morales de l'action politique de Joseph Kasavubu par M. l'abbé César Vomuka. Je dis à l'entrée qu'il est professeur à l'université Kasavubu. Il est prêtre du diocèse de Boma. Donc, ma conférence s'intitule « Les bases spirituelles et morales de l'action politique de Joseph Kasavubu ». Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, tout d'abord, je remercie les organisateurs de ces conférences débats de m'avoir invité à présenter ma modeste contribution. En cette année, nous commémorons le 52e anniversaire de la disparition de Kasavubu, de ces grands combattants de notre libération du puissant colon belge. Il ne s'agit pas seulement de nous souvenir de lui, mais aussi et surtout d'actualiser et de pérenniser le souvenir de ces présidents hors du commun pour les rendre plus présents parmi nous, nous laisser inspirer par sa vie ainsi que son action politique. Aussi, notre conférence a-t-elle pour objectif de répondre aux deux questions ci-après. En partant de son action politique, d'où Kasavubu puisait-il la force de donner sa vie pour le bonheur de son peuple, la force d'être un grand patriote et un gestionnaire exemplaire de la chose publique? Mérite-t-il d'être proposé en modèle au peuple congolais dans ses efforts pour instaurer une culture de bonne gouvernance et de développement à tous les niveaux? Se dessiner la subdivision de notre communication. 1. Kasavubu, un grand patriote et gestionnaire exemplaire de la chose publique. 2. Les bases spirituelles et morales de l'action politique de Kasavubu. Et enfin 3. Kasavubu, modèle de la bonne gouvernance. Pour mieux vous faire comprendre la spiritualité, tout comme la morale de Kasavubu, nous partirons de son engagement, de son action politique. D'où le premier grand point, Joseph Kasavubu, grand patriote et gestionnaire exemplaire de la chose publique. Premier sous-point, Kasavubu, précurseur, héros et vrai père de l'indépendance du Congo-Kinshasa. Mon estimé collègue, le professeur Pamphile, a presque tout dit, je vais donc me résumer. Mécontent du salaire de misère qu'il recevait en tant qu'enseignant à Kangou et à l'Agrifor Lemba, Kasavubu dénoncera déjà en 1941 la présence des missionnaires et des colons belges qui occupaient illégalement le sol congolais. Quelques années plus tard, lorsqu'il se fit membre de l'Union des intérêts sociaux congolais, UNESCO, en 1946, il continue à lutter pour la reconnaissance des droits du premier occupant de la terre congolaise. Kasavubu s'exprime d'abord en termes de revendications sociales et aussitôt après en termes de décolonisation, tenait à une époque où la plupart des évolués congolais hésitaient encore à tenir de tels propos. Nous avons suivi le professeur Mambiala Mantouba qui nous a dit que les gens avaient peur de parler, de s'opposer aux colons belges, mais pas Kasavubu. Vu l'audace dont il a fait montre, Kasavubu mérite bien d'être considéré comme un prophète, un précurseur, un nationaliste
un héros national, un grand révolutionnaire et un visionnaire qui voyait très loin et plus loin que les autres. C'est la raison pour laquelle Monseigneur Feu Montedika Condé a écrit textuellement ce qui suit. Dire seulement du président Kasavubu qu'il a été mêlé de quelque manière à la crise congolaise, c'est trahir la vérité historique. Il convient plutôt d'affirmer, avec beaucoup d'autres, que Kasavubu a été au cœur du drame congolais. Pratiquement de 1956 à 1965, il a été l'acteur principal. Surtout à partir de 1956, il domine l'actualité et contrôle le mouvement contestataire. Il est celui qui montre le chemin et oriente l'action. C'est lui qui a initié, c'est lui qui a guidé et conduit jusqu'à son terme le mouvement de libération nationale. Kasavubu, distingués invités, a donc incarné les aspirations du peuple congolais et a réussi à arracher, s'il vous plaît, sans armes, aux très puissantes forces coloniales, l'indépendance congolaise. C'est en ce sens qu'il est appelé père de l'indépendance du Congo-Kinshasa, bien droit du premier occupant, et c'est pourquoi, pour mettre fin à l'obscurantisme et à la chosification de l'homme congolais. Voilà pourquoi, distingués invités, pendant de nombreuses années, nous avons milité avec beaucoup d'autres et mené une campagne de sensibilisation afin que le président Joseph Kasavubu soit reconnu comme un patrimoine national commun à préserver et à honorer, et pour qu'il soit élevé au rang de héros national. Car un pays qui ne reconnaît pas ses véritables héros spirituels et politiques ne peut pas être béni par Dieu et les autres êtres supérieurs. C'est pour nous l'occasion de remercier une nouvelle fois et solennellement Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a élevé son illustre prédécesseur au rang de héros national. Après cette annonce du Président de la République, la pluie tenait est tombée dans la nuit du 29 au 30 juin 2020 à Singini, où fut enterré son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kasavubu. Distingués invités, c'est là un signe que les ancêtres de la RDC ont accepté, ont accueilli avec joie cette décision présidentielle. Vous pouvez applaudir le président. Toutefois, beaucoup reste à faire, tout en félicitant le président de la République d'avoir élevé notre ancêtre politique et leader charismatique Kasavubu au rang de héros national. Nous continuons à plaider pour que le 24 mars, date de sa mort, soit déclaré chômé et payé sur toute l'étendue de la RDC. Outre cette demande, nous avons d'autres souhaits. 1. Que soit publiée une ordonnance présidentielle élevant le véritable père de notre indépendance politique, Kasavubu, au rang de héros national. Que soit réhabilitée la route Lovo-Manterne jusqu'à Singini qui mène au mausolée de feu le président Kasavubu, parce qu'elle est dans un état déplorable. Le but est de transformer ces mausolées en un lieu touristique pour les Noirs du monde entier. 3. Que l'État congolais procède à la réparation du mausolée du premier président du Congo indépendant
un mausolée menacé par les érosions. 4. Que l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi, aille se recueillir à Singini, au village Lukamba Bemba, devant la tombe de son illustre prédécesseur. 5. La transformation de la résidence de feu le président Kasavubu en un musée ou un site touristique. 6. L'érection des monuments de Kasavubu à la sortie de Kinshasa pour entrer dans la province du Congo central. Un autre monument mérite d'être érigé dans les bas-fleuves, au rond-point de la cité Lovo-Manterne. Kasavubu, un homme de paix et très accueillant, avec les bras étendus. 7. Parce qu'elle porte le prestigieux nom du premier président de la République démocratique du Congo, l'université Kasavubu, UKV en sigle, a pour vocation de former la classe, d'être une université de l'excellence et de la méritocratie. 8. Remplacer le nain qui se trouve à l'université Kasavubu par un monument Kasavubu, digne de ce nom, Kasavubu tenant un livre à la main, puisqu'il était enseignant, et ces monuments vont nous transmettre les valeurs, n'est-ce pas, qu'il a incarnées. 9. Installer à l'université Kasavubu un centre culturel Kasavubu. 10. Que la famille clanique de feu le président Joseph Kasavubu jouisse des avantages de l'ancien président. Deuxième sous-point. Kasavubu, un gestionnaire exemplaire et doué d'une probité morale exceptionnelle. Notre premier président de la République a brillé par sa rectitude et sa transparence dans la gestion des finances et des biens de l'État. Il y aurait beaucoup à signaler sur ce thème, qu'il nous suffise de relever ici 7 points saillants qui illustrent d'une meilleure manière les vertus qu'il a incarnées. Je commence par épingler, premier point, le barème salarial. Distingués invités, les salaires humanitaires et humanistes étaient attribués à tous les agents et fonctionnaires. Le chef de l'État, président de la République, gagnait 10 fois par rapport au huissier, c'est-à-dire l'huissier, le dernier, avait comme salaire l'1/10 de celui du président. Un assistant de l'enseignement supérieur et universitaire ne pouvait pas envier le salaire d'un agent de la Société congolaise de surveillance, l'actuel OCC, ou celui de l'OTRACO, l'actuel SCTP ou ex-ONATRA. Et les professeurs d'université ne pouvaient pas envier un politicien, un ministre, député ou un sénateur. Non, jamais. Le retard dans le chef de paiement des salaires n'existait pas à travers les entreprises publiques et privées en République démocratique du Congo. Dans l'enseignement, comme dans l'administration publique, la corruption n'existait presque pas. Deuxième point à épingler, au plan économique. Les tissus économiques congolais étaient comparables à celui du Canada et avaient pour objectif le bien-être du Congolais. Le Congo, jusqu'en 1967, avait un standing de vie sociale et socio-sanitaire, voire socio-économique, supérieur à celui de l'Afrique du Sud et des Corées du Nord et du Sud. Troisième point à épingler, au plan sanitaire. Le Congo était une référence en matière de santé par ses cliniques universitaires à telle enseigne que même les Sud-Africains venaient se faire soigner en RDC. Les cliniques universitaires et celles de l'Union minière du Haut-Katanga, GECAMI, furent les meilleures d'Afrique. Les Rwandais, Burundais, Ougandais, Tchadiens et autres venaient se faire soigner
aux cliniques universitaires de Lovanium Unikin ou aux cliniques Reine Elisabeth et danoises, actuellement Ngaliema et Kinoise à Kinshasa, ou encore à la clinique de la Gécamine à Lubumbashi. Les soins médicaux étaient gratuits. Les soins et les examens médicaux furent administrés sur présentation d'une carte d'ayant droit, sans frais pour les fonctionnaires et agents de services publics de l'État. Les indigents avaient aussi droit à la gratuité des soins médicaux. Quatrième point à épingler. Défenseurs des droits de l'homme et de la politique de la non-exclusion, apôtres du dialogue, de la réconciliation et de l'unité nationale. Distingués invités, malgré les deux sécessions, katangaise et du Sud Kasaï, respectivement avec Tchombe et Kalonji Mulopoué, Fumu Kasavubu avait pesé de tout son poids pour se réconcilier avec les sécessionnistes dans la perspective de pérenniser l'intégrité territoriale, car l'unité du Grand Congo demeurait son cheval de bataille. Oui, distingués invités, Kasavubu, ces grands combattants de notre libération du joug colonial, avaient su, dans des moments fortement agités que connut notre jeune République, garantir la permanence de l'unité nationale contre des appétits sécessionnistes et assurer avec force la continuité de l'État congolais. Par ailleurs, Kasavubu a veillé à ce que notre pays soit un État de droit, de juste salaire, d'abondance, d'accès pour tous aux soins de santé et aux bienfaits de l'éducation, d'égalité devant la loi, de sécurité pour les personnes et les biens, de liberté et de bien-être pour tous les citoyens. Avec son sens élevé de justice sociale, aucun Mukongo, aucun Muyombe n'a accédé pendant son règne au poste de Premier ministre parce qu'il était hostile à la politique d'exclusion. Nous pouvons encore applaudir pour Kasavubu. Cinquième point à épingler, le secteur de l'enseignement. Les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire étaient les meilleurs de l'Afrique. Les Angolais, Rwandais, Burundais, Ougandais, Tchadiens et autres venaient étudier dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire congolais. L'enseignement primaire et secondaire était gratuit, tandis que les universitaires recevaient mensuellement une bourse d'études. Distingués invités, je vous révèle ici que Kasavubu a créé et fut même le président de la bourse d'études du Mayombe. Lorsqu'il est devenu président de la BACO, la bourse est devenue bourse d'études de la BACO, dont ont bénéficié plusieurs jeunes Congolais, toutes tribus et provinces confondues. Parmi les bénéficiaires de la bourse de l'ABACO, je vais vous citer quelques noms que vous connaissez. Théodore Oumbarilotete, vous l'avez connu? Bon. Charles Bokonga, c'était Mukongo. Mongo. C'était un Mongo. Mais il a bénéficié de la bourse d'études du Mayombe et qui est devenue bourse d'études de l'ABACO. Marcel Liaou, vous le connaissez aussi? Il a bénéficié de la bourse d'études du Mayombe qui est devenue bourse d'études de l'ABACO. Quel président honnête, quel président patriote. Applaudissez encore pour Kasavubu. Sixième point à épingler. Homme du peuple, homme de cœur, simple et pondéré. Comme le professeur Pamphile l'a déjà dit, donc je vais me résumer. Homme d'État et intellectuel. Le président Kasavubu est resté pourtant l'homme du peuple.
il a dit, simple, cultivant parfois ses champs à côté de ceux de nos braves mamans. Très souvent, il pouvait circuler seul à bord de sa petite VW, nous l'avons entendu tout à l'heure, sans garde du corps, s'il vous plaît, sans garde du corps, pour se rendre réellement compte de la situation sociale de la population. Kasavubu, préoccupé par la situation politique de son pays et la question sociale de population, accordait peu d'importance aux biens matériels. Il laissait la fortune et les biens matériels à ceux qui en avaient besoin. Au premier plan pour lui, c'était le bien-être de la communauté qui était son souci majeur et quotidien. Le dernier point à épingler, c'est point 7, probité morale dans la gestion de la res publica, équité dans la répartition du patrimoine national. Distingués invités, Joseph Kasavubu fut un bon gestionnaire et doué d'une probité morale exceptionnelle. Il reversait au trésor public le reliquat de ses frais d'émission. De cette manière, ce président hors du commun nous a donné l'exemple d'une honnêteté et d'une intégrité exceptionnelle, l'exemple d'un dévouement sans limite au service du bien-être de la population à tous les niveaux, en faisant en sorte que la base, les classes modestes, ne soient pas abandonnées à elles-mêmes et au dénuement. D'aucuns se rappelleront que le salaire du président de la République, pendant le premier régime, ceux de membres du Parlement, du gouvernement et de tous les autres fonctionnaires de l'État étaient connus par toute la nation et publiés dans les moniteurs, aujourd'hui appelés journal officiel. Tenez, la tension salariale accordée au président de la République, 75 000 francs congolais. Et au huissier, vous savez combien? Voilà, c'était 10 000 francs congolais, donc le 1 dixième. Oui, 7 500 plutôt. 7 500. De telles normes témoignent à suffisance de son impartialité, de son équité dans la répartition du patrimoine national. Bref, de son combat pour l'amélioration des conditions sociales de ses frères et sœurs pour lesquels il avait réclamé l'indépendance. Le peuple congolais rendra continuellement grâce à Dieu de lui avoir donné l'occasion de vivre l'expérience de la gestion d'un vrai père de la nation. Au regard de ce qui précède, il sied de se poser la question suivante: d'où Kasavubu puisait-il la force de se donner de donner sa vie pour le bonheur de son peuple et d'être un père au service de l'intérêt général de tous les Congolais, sans être agité par la soif des richesses matérielles pour lui-même et sa famille? D'où notre deuxième grand point, base spirituelle et morale de l'action politique de Kasavubu. Distingués invités, l'engagement politique de Kasavubu s'appuyait sur deux socles ou bases: la foi en Dieu d'une part et la morale d'autre part. Premier sous-point, confiance et fidélité à Dieu. L'engagement politique de Kasavubu fut guidé par sa foi en Dieu. Ancien séminariste et fervent chrétien, philosophe de formation et condisciple de plusieurs évêques, dont le cardinal Malula, Moké Joseph, Kongolo et plusieurs autres abbés aujourd'hui décédés, Joseph Kasavubu s'était investi pour que son action politique ainsi que le peuple congolais soit constamment entre les mains de Dieu. Ce dernier lui donnait la force d'affronter, avec beaucoup de courage, toutes les situations à gros risque pour la libération et le bien-être de son peuple. En effet,
homme d'État profondément chrétien, et convaincu que des misères sans nombre attendent un peuple qui ne se réfère pas à Dieu, le premier président de la République implorait sans cesse le secours divin sur son peuple et ses dirigeants. En témoignent 2 extraits de ces discours. Je vous en prie, écoutons Kasavubu nous parler. Je cite: « Nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. » Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment, un fervent chrétien. Un homme qui donnait sa vie, n'est-ce pas, à Dieu. Vous voyez. Deuxième citation. Écoutons encore Kasavubu. « Pour ma part, m'élevant au-dessus de partis, des tribus, des ethnies, des communes et des provinces, je veux, moi, Kasavubu, être le gardien de la légalité, l'arbitre entre les partis, le premier serviteur de l'État. Que Dieu m'assiste dans cette tâche écrasante et veille aux destinées de notre Congo. » Fin de citation. Tel est, distingué invité, le premier socle de l'action politique de Kasavubu, à savoir la confiance et la fidélité à Dieu. La deuxième base de l'action politique de Kasavubu est la morale. Voyons de plus près ce qu'il en est. Deuxième sous-point, attachement à la morale, reçu d'abord en famille, et puis morale reçue au petit et grand séminaire. Soulignons que Kasavubu fut élevé dans la foi et la morale chrétienne au sein d'une famille chrétienne catholique. Plus tard, dans la solitude du séminaire, il avait pu forger son âme en formant en lui l'amour du travail, le sens du bien commun, le sens de la responsabilité et la conscience professionnelle. Avec le cardinal Joseph Albert Malula, je peux donc affirmer que Kasavubu nous a donné des exemples édifiants de ce que doit être un bon citoyen et un bon chrétien. En résumé, les valeurs morales ont fait la force de Kasavubu tout au long de son combat politique. Plus précisément, voici les valeurs positives incarnées par Kasavubu. Sens de décision et ténacité, intégrité, rigueur dans le travail, sens de l'honneur, fidélité à la parole donnée, patriotisme intransigeant, courage politique intrépide, ardente ambition pour l'édification d'une nation fière, prospère et libre, hantise du bonheur du peuple et du bien commun, volonté de rassembler le peuple Congo autour d'un pacte de réconciliation au-delà de toutes sortes de diversités, sobriété, générosité, modestie, constance. Ce n'est pas le matin tu dis une chose, à midi tu dis une chose et le soir autre chose. Non, Kasavubu n'était pas comme ça. Il vous dit oui, c'est oui. Quand il vous dit non, c'est non. C'est ça la constance. Transparence et bonne gouvernance. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que le leader serviteur Kasavubu est une référence en matière de bonne gouvernance qui est devenu aujourd'hui le nouveau critère d'appréciation des hommes politiques. Kasavubu mérite d'être érigé comme modèle politique de civisme pour nos dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Par ailleurs, et étant donné que notre jeunesse actuelle et future a besoin de modèles de leadership éclairés, nous proposons simplement, humblement, que Kasavubu soit sur la liste de ceux qui ont montré qu'on doit être maître ou chef que pour servir. On est chef, ministre, président, c'est pour servir. D'où notre troisième grand point, Kasavubu,
modèle de la bonne gouvernance. Troisième grand point, Joseph Kasavubu, modèle de la bonne gouvernance. Au mois de mars 2009, lors des grandioses journées scientifiques et culturelles organisées à l'université Kasavubu de Boma par notre comité de gestion où j'étais secrétaire général académique, donc sur le thème général, Joseph Kasavubu, sa vie et son œuvre, du 21 au 24 mars 2009, tous les participants, s'il vous plaît, tous les participants et éminents hommes de science ont reconnu unanimement et en toute honnêteté intellectuelle qu'au regard de son combat politique pour l'indépendance et le développement de notre pays, feu le président Joseph Kasavubu est le symbole de l'unité nationale, de la bonne gouvernance et de la gestion transparente. Tout le monde était unanime à Boma pour reconnaître que c'est depuis l'abandon de la rigueur dans la gestion financière ou l'abandon de la bonne gouvernance et de la moralité publique à la Kasavubu que l'appauvrissement des masses congolaises s'est accru de façon dramatique. N'est-ce pas vrai? C'est bien vrai, c'est bien vrai. Ainsi, distingués invités, la moralisation de la classe politique et des responsables politiques ici au Congo s'avère plus que jamais urgente et nécessaire. Dans cette optique, il n'est pas étonnant que la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'UNELIT en sigle, considère feu le président Joseph Kasavubu comme la référence en matière de bonne gouvernance. En témoigne cette déclaration qu'elle a faite en 2006 sur son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kasavubu. Je cite, « La bonne gouvernance a une référence, Joseph Kasavubu, l'homme de la transparence, l'homme hostile au détournement des deniers publics, l'homme qui octroyait un salaire décent aux fonctionnaires et agents de l'État, l'homme qui restituait les frais de mission au trésor public, défenseur des droits de l'homme et de la politique de la non-exclusion, apôtre du dialogue et de l'unité nationale, patriote luttant contre le bradage de la nationalité, tous pour un Kasavubu New Look. Je vais conclure. Conclusion. Le présent exposé nous permet de tirer la conclusion suivante. Le devoir de mémoire recommande que le peuple congolais se souvienne, actualise et pérennise l'héritage à nous légué par Joseph Kasavubu, qui mérite d'être considéré comme une référence en matière de bonne gouvernance. Bien plus, cet héritage constitue un message adressé à tous les Congolais, appelés à s'impliquer résolument dans l'action pour un développement intégral de leur pays. En clair, 3 leçons et réformes sont à retenir de l'action politique que Kasavubu a léguée au peuple congolais comme un héritage inaliénable. Premier message. Message à tout le peuple congolais. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Et engagement de tous dans l'action pour un développement intégral de la RDC en luttant fermement contre les antivaleurs qui ont détruit ces pays durablement. 2. Appel à tous les dirigeants. Responsabilité sociale de l'État et des dirigeants. Rompre avec la culture de détournement des deniers publics pour son propre intérêt ou celui de sa famille politique. On est chef pour servir qui? Le peuple. On est chef pour servir le peuple et pas pour se remplir les poches. Troisième message. Mobilisation. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, donc c'est important. Mobilisation de toute la jeunesse
en général et des étudiants en particulier. Y a-t-il des étudiants ici? Ah, ils sont nombreux aussi. OK. C'est à vous les jeunes surtout, à vous les jeunes, de faire la différence. C'est aux jeunes qui sont à l'âge où se forge l'idéal des grands projets de déterrer le message de Kasavubu, de prendre le relais, de ressaisir fermement son flambeau et de le porter plus loin en avant. C'est pourquoi, distingués invités, dans l'intérêt supérieur de la RDC, ayons la noble ambition d'imiter ces gestionnaires exemplaires et doués d'une honnêteté exceptionnelle, ces vaillants combattants de notre libération nationale. J'ai cité feu le président Joseph Kasavubu, héros national. Pour lui, seule la bonne gouvernance peut garantir un développement intégral. Et cette bonne gouvernance s'appuie sur deux socles aux bases, la foi en Dieu d'un côté et la morale, l'éthique de l'autre. Disons-le autrement, seuls les hommes et les femmes qui font preuve d'une bonne moralité à la Kasavubu et qui ont une expérience dans les domaines requis, qui sont soucieux du bien-être de la population et qui privilégient la cohésion nationale et pas la balkanisation, qui consolident la démocratie et l'état de droit, qui sont guidés par Dieu dans leur action sociale et politique, j'ai dit, seules ces personnes méritent de gérer les institutions de l'État et les entreprises tant publiques que privées pour un développement intégral de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo et que vive à jamais notre premier président, Joseph Kasavubu. Je vous remercie. Nous allons prendre le dernier sous-thème de cette journée de sensibilisation sur le héros national Joseph Kasavubu. C'est le professeur Ngoma Binda qui va parler de Joseph Kasavubu, philosophie politique et bonne gouvernance. Je vous remercie et essentiellement, je voudrais remercier le directeur général Freddy Mulumba qui nous a donné cette belle occasion de penser à Kasavubu. Je voudrais par la même occasion féliciter mon collègue et mon condisciple au petit séminaire de Mbatakiela, le professeur Dr Longo Benza. Pourquoi? Parce qu'en 1991, en 91, c'est-à-dire que Mobutu était encore là, lui, le professeur, est venu me trouver, me suggérant d'organiser une journée scientifique sur Kasavubu. Et nous l'avons fait le 30 juin 1991 au Palais du Peuple. C'était plein de monde. Mais je voudrais souligner surtout l'audace que nous avons eue, lui et moi, et le professeur Mabial a été également associé, professeur Moutamba, Makombo et d'autres. Nous avons eu cette audace-là parce que le président Mobutu était encore là, il était encore très fort sur le plan de tout ce que vous savez, sur le plan notamment de la nuisance, c'est-à-dire qu'il pouvait vous envoyer n'importe où parce qu'il n'entendait pas vouloir parler de Kasavubu, qu'il avait écarté du pouvoir. Donc là, je rappelle cela pour que vous sachiez qu'effectivement, il y a tout de même des gens qui sont déterminés à pouvoir faire quelque chose pour reconnaître le président Kasavubu comme un véritable héros national. Et c'est pour cela que nous avons l'obligation d'applaudir le président Félix Antoine Kasavubu, Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé au rang de héros national
cet homme qui, comme on l'a dit, était effectivement exceptionnel. Kasavubu, je crois que je dois également vous remercier, vous. Je vois beaucoup d'amis qui sont là, en particulier mon ami Ismaël Tutuemoto, qui est compagnon de Mzee et qui a combattu pour la démocratie. Donc, je remercie, je vous félicite tous d'être venus, parce que ça me paraît important que nous parlions de notre propre histoire. Il m'a été demandé de parler de la philosophie politique de Kasavubu et de la bonne gouvernance. Vous voyez bien que tous mes collègues ont déjà parlé de ça. Je vais le dire d'une manière relativement systématisée et en tout cas autrement. Je vais donc parler des racines et des principes de la philosophie politique de bonne gouvernance. Les racines, ce sont en fait les principes qui s'est donnés ou les attitudes qui s'est données avant l'indépendance, c'est-à-dire avant d'arriver au pouvoir. Et les principes, ce sont les éléments intellectuels, donc à base desquels il va maintenant gouverner. Alors, pour les principes, pour les racines, bien entendu, la toute première chose part de la capacité intellectuelle de chacun de pouvoir faire quelque chose, d'entreprendre. Et comme on l'a dit, pour aller au petit séminaire, il fallait choisir les meilleurs, les deux premières classes, les deux premières personnes de la classe qui devaient aller au petit séminaire. Et lui a été sélectionné, c'est-à-dire qu'il était intelligent. Il arrive au petit séminaire, là, il fallait 8 ans d'études. En fait, actuellement, il faut dire qu'il est allé en 5e primaire, à partir du petit séminaire. Donc, on commençait par la 8e latine. 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, et puis commençait maintenant la poésie, c'est-à-dire la 5e année actuelle, 5e secondaire, et la 6e à l'époque, c'était la rhétorique. Et je vous assure, je suis allé rechercher tous ces points, tous ces résultats du petit séminaire, je les ai ici. Contrairement à des collègues, comme l'a dit le prof justement, Mabiala, contrairement à des collègues qui énoncent, qui ont dit que Kasavubu n'était pas intelligent, c'est pour cela qu'il était écarté de Kabwe, c'est absolument faux. Tenez, dès qu'il arrive en 1928 jusqu'à 29, dans la première année, il avait 90,3%. Il était le premier des classes. 90,3. J'ai les chiffres, tout cela. Et l'année suivante, il avait 86,6. La troisième année, 81,1. En 5e latine, il avait 86. En 4e latine, 78. 2 fois seulement, il a eu 70. 78, 77,5. Donc, et en 3e latine, il avait 83,6. En poésie, 77,5. Et en dernière année, en rhétorique, c'est-à-dire en 6e secondaire, il avait 81,9. Il était le deuxième des classes. Il était deuxième de la classe. Le premier, c'était un monsieur qui était très intelligent aussi, qui s'appelait Fabien Pemba. Donc, véritablement, il était très intelligent. Le deuxième élément comme base de sa pensée, évidemment, c'est l'esprit critique. Et les collègues l'ont dit, lorsqu'il arrive à Kabwe, au Kasaï, au grand séminaire, il a appris toute la philosophie thomiste. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin, à l'époque, c'était l'homme qu'il fallait étudier dans les grands séminaires, que nous avons fait aussi, nous autres. Mais nous, c'est ici à Maïdi. J'ai fait 3 ans comme Kasavubu. Lui a fait
Akaboué, moi, à Maïdi ici, mais pas à la même époque. Hein? Non, bon, voilà. Donc, il a lu, effectivement, comme le dit le professeur Biala, il a lu non seulement saint Thomas d'Aquin avec toute la philosophie du bien commun. Saint Thomas a beaucoup parlé du bien commun, mais également un homme comme John Locke. John Locke, déjà à l'époque, parlait beaucoup de la liberté et aussi de la nécessité de protection de la propriété privée. Donc, il arrive, il assimile cette critique-là et il s'interroge contre ou sur les manières de faire des prêtres et des colons qui étaient là, non seulement au Kassai et à Kaboué, mais également dans le Mayom, qui les connaissait très bien. Et donc, ces rebelles, il est renvoyé et il va maintenant, bon, à Kangou, tout ça, c'est des injustices également, parce qu'on lui a donné comme une maison à habiter, mais un petit réduit. Il a réclamé plusieurs fois, mais Monseigneur décline, hein, je crois, à l'époque. Oui, lui répond, non, un bon chrétien doit supporter les souffrances. Voilà. Alors, il est parti de là, il vous a donné son itinéraire, et il arrive finalement à Kinshasa. Kinshasa, à Léopoldville. À l'époque, en 1946, déjà, il est sollicité partout, dans toutes les associations. Notez qu'à Léopoldville, à l'époque, il n'était pas permis, bien entendu, de pouvoir faire la politique. Donc, tous les jeunes intellectuels qu'on appelait des évolués, c'est-à-dire des gens qui étaient acceptés par les colons comme étant assimilés pratiquement aux manières de vivre des Blancs. Et nos grands-parents étaient contents de recevoir un Blanc à la maison. Et on invitait tous les enfants de venir manger à table. Et il fallait manger avec une fourchette à gauche, hein, ou à droite. À gauche, voilà. Donc, c'était des évolués, ces gens. Et finalement, il s'interroge, lui, Kasavubu, notamment dans le cadre d'une conférence qu'on lui demande de faire. On l'a dit, à l'Union nationale pour les intérêts sociaux des Congolais, UNISCO. C'était en 1946. Il fait la conférence et lui-même choisit, il a dit, moi-même j'ai choisi la conférence, et il fait son fameux discours ou sa conférence sur le droit du premier occupant. Le droit du premier occupant, on l'a dit, se rappelant les leçons qu'il a apprises au grand séminaire de Rousseau, etc., de saint Thomas, il s'est dit, les missionnaires sont en train d'accaparer toutes nos terres. Les colons sont en train d'accaparer toutes nos terres. Eh bien, moi je dis à vous autres que nous devons défendre nos intérêts. Le droit du premier occupant. Le bon Dieu a créé le Congolais et c'est le premier homme qu'il a placé sur les terres congolaises. Donc la terre congolaise appartient à qui? Aux Congolais. Voilà le discours qu'il a tenu en 1946. Malheureusement, ici à Léopoldville, ça avait suscité un malentendu. Ça vaut la peine de rappeler cela parce que il y a eu beaucoup de malentendus. Il y avait deux groupes. Les Bakongo ici à Léopoldville étaient à 80, même 85% des Bakongo. Mais toute la population de Léopoldville, c'était presque 500 000 habitants simplement. Donc pas très très navés des Bangala qui venaient notamment avec ceux qui venaient de la guerre, les soldats qui venaient de faire la guerre. Et triomphants, ils étaient tout hauts, tout contents, ils imposaient le Lingala. D'où justement l'idée de Edmond Zezenland de pouvoir créer la Bako. Et qu'est-ce qu'il fait, Kasavubu? Il entre, en fait, on le copte dans la plupart des institutions et il est président de la Bako finalement en 1954.
4. Mais à l'époque, les intelligences étaient très bouillantes. J'ai l'impression que même, c'est même plus que maintenant. Il y avait des associations d'anciens élèves partout, comme ils ne pouvaient pas faire la politique. Et aussi, il y avait des associations ethniques. À Kinshasa, ici, il n'y avait pas que les Bakongo, mais il y avait les fédérations. Lumumba était le président de la fédération des Batetela. Oui, à Léopoldville, Lumumba, président de la fédération des Batetela. Il y avait la fédération des Bateke, il y avait la fédération des Kasaï, il y avait donc une sorte de vie politique un tout petit peu, mais dans le cadre des fédérations ethniques. C'est entre autres pour dire que ce n'est pas seulement la Bako qui était composée uniquement des Bakongo, et encore que il y avait des non-Bakongo qui étaient dans la Bako. Exemple, nous avons un ami que vous connaissez très bien, c'est même votre ami, il s'appelle Jean-Marie Mutamba Makombo. C'était Moussongue. Son père était médecin. Il y avait aussi Sangare. Ah voilà. Il y avait aussi donc... Il y en avait des non-Congo qui étaient dans la Bako. Hein? Voilà, donc... je pense que, je disais, il y avait une sorte de bouillance intellectuelle, et là, Kasavubu, comme tous les autres, Lumumba, vont écrire des articles dans les revues. Il y avait 2 revues ici pour les Congolais. Il y avait La Voix des Congolais et La Croix du Congo. Tous ces jeunes gens-là écrivaient, et notez qu'ils n'étaient que très petits, des étudiants pratiquement, ou des gens qui venaient de faire, pas des étudiants même, des jeunes gens qui venaient de faire 3 ans secondaires, pour la plupart, ou primaire. Lumumba a fait 6 ans primaire, un point, un trait, mais il écrivait bien. Et il écrivait beaucoup d'articles, Lumumba que vous voyez là. Au total, je crois, 17 articles très très bien faits, et qu'il a publiés, qui ont été publiés après sa mort, dans un livre... que lui-même avait intitulé « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» en 1961. Et vous verrez ça là-dedans. Donc, bref, la position que prend, et c'est pratiquement le 4e point un peu là, la position que prend Kasavubu en ce moment-là, c'est de défendre les cultures congolaises. Beaucoup d'autres évolués, assimilés aux Blancs, voulaient, eux, abandonner leur culture, Luba, Congo, Yaka, etc., parce que le blanc le leur demandait. Mais Kasavubu dit, écrit, les articles sont là. Regardez beaucoup de livres ici. Tout ce que j'ai dit là, puisque je n'ai pas vécu là-bas, en ce moment-là, nous avons lu. Et ça se trouve là, des documents authentiques, notamment d'un professeur qui était ici formidable, Verhagen. Benoît Verhagen nous a laissé un trésor formidable. Non seulement ça, mais c'est que vous m'avez montré aussi la première édition de ceci, la Bako. Donc, lui dit, il faut vous demander qu'on oublie le matriarcat. Ah non, non, c'est une valeur. Ah voilà, c'était ça, de 50 à 60 à Bako. Hein, Verhagen, il s'appelait Verhagen, Benoît. Vraiment, les colons nous ont quand même fait du bien, hein? Il faut reconnaître ça aussi. Hein? Ne fût sur le plan de l'histoire quand même. Si nous disons ça, c'est parce qu'il y a des documents qu'ils ont écrits. Charles et André Gillis, et qui sont encore beaucoup d'autres qui ont écrit sur Libois, oui, voilà, dans le cadre du CRISP. Voilà, centre interdisciplinaire de... C'est pas les Américains. Ah pas bon? les Belges, oui, oui. Ah d'accord, voilà. Donc les Américains sont bons. Les Américains financés par les Belges. Donc les colons sont bons. Bien. Voilà, donc pour lui, il fallait garder notre authenticité, nos cultures africaines, mais les mettre en contact avec les autres pour les moderniser, pour les faire avancer.
Ça, c'était une idée capitale avant l'indépendance. C'était en 1946. Tous les articles qu'il écrivait là, dans La Voix du Congo. Si vous allez à la Bibliothèque nationale, vous verrez encore la revue La Voix des Congolais. Alors, toujours avant l'indépendance, cinquième petit point, évidemment, la revendication de l'indépendance. Lui, il l'appelait, avec Labaco, il l'appelait l'indépendance totale. L'indépendance totale et immédiate. Avant l'indépendance. Et ils ont affirmé et confirmé cela dans leur congrès qu'il a organisé à Kisantu en 1959, où il y avait les Kalonji, les Kamita, tout ce qui se retrouvait dans le cadre fédéraliste. Eh bien, ils se sont retrouvés lors de la préparation de la table ronde en Belgique. Ils se sont retrouvés à Kisantu, un congrès resté dans les annales, donc vraiment, de notre pays. Un dernier point à indiquer, ou dernière racine, suivant ce que j'ai pensé pouvoir donner comme appellation, c'est l'appel à l'unité. L'unité de tout le pays. On a parfois taxé le président Joseph Kasavubu de quelqu'un qui ne voulait pas l'unité du pays, il n'était pas nationaliste, etc. Le concept de nationaliste, on pourra discuter ici après, je pourrais vous donner l'éclairage essentiel de cela, mais pour le moment, je souligne simplement qu'il était parmi les premiers. C'est vrai que dans la Bako, il y en a qui voulaient faire une république du Congo central. République du Congo central. Mais lui parlait toujours, et je vais le dire un peu plus loin, du fédéralisme, c'est-à-dire de l'unité dans la diversité. Voilà. Et donc là, c'est le premier. Et ça, déjà, même dans son discours d'investiture, non, d'abord, le discours d'investiture comme président, de réélection comme président général, le 2 mars 1958, il est réélu président général de la Bako, et il va rappeler cela. Il va dire, non, nous, c'est l'unité nationale de tout le Congo. Et même quand il sera bourgmestre de Dendal, le 20 avril 1958, il va rappeler la même chose. Le 20 avril 1958, il était intronisé bourgmestre de Dendal. Le même discours où il répète la nécessité de promouvoir l'enseignement, la nécessité des libertés fondamentales. Et il a beaucoup insisté, messieurs les journalistes, il a beaucoup insisté sur la liberté de la presse. Parce qu'il n'était pas possible de s'exprimer à l'époque. Et enfin, il avait répété la nécessité de la démocratie. La démocratie, c'est-à-dire qu'il faut élire, non pas simplement dans quelques villes. Le professeur Mabiala vous l'a répété, les élections que les Blancs ont, les premières qu'ils ont acceptées, c'était simplement dans 3 villes. Ici, à Léopoldville, à Elisabethville et à Jadotville. Jadotville, c'est Likasi. Donc, il fallait, selon lui, des élections générales pour pouvoir choisir les dirigeants, les bourgmestres et toutes les autres autorités. Voilà, je pense que ces 6 éléments-là, avant l'indépendance, sont très importants pour comprendre vraiment ce qui va le motiver pour bien gouverner. Et on arrive donc à l'indépendance, et là, je les appelle des principes. Le premier principe qui se donne, c'est la priorité de l'éducation. L'éducation, il dit instruire et éduquer l'homme pour arriver à bien gouverner, c'est le premier principe qu'il faut appliquer. Instruire et éduquer l'homme pour bien gouverner. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous que lorsque nous avons l'indépendance, 5 jours après, les troubles arrivent, il l'a répété, la mutinerie, etc. Lumumba décide de renvoyer tous les Blancs.
Et ils sont partis. C'était le chef de l'exercice. Les Blancs, j'ai vu dans le Mayombe, là-bas, jusqu'au fin fond de mon village, des Blancs qui cherchaient à s'enfuir vers le Cabinda. Moi, j'ai vu, j'étais quand même déjà adulte, hein, je ne sais pas combien, mais j'ai pu voir. J'ai pu voir. Donc, Lumumba décide que les Blaise en Belgique. Hein, c'était lui, hein, c'était comme ça, je répète. Donc, Blaise en Belgique. C'était pas comme ça, prof Boisse. Voilà. En Belgique, nous avons entendu par radio, je ne sais pas quelle radio là qui était en train de... Hein? Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les Belges sont partis, il a fait venir des enseignants. Il nous faut former les jeunes gens. Il a fait venir des enseignants, des Haïtiens, des Haïti, parce qu'eux sont des Noirs. Eux, pour la plupart des Haïtiens, sont partis du Bas-Congo. La plupart des Haïtiens, du Royaume Congo aussi. Et il a dit qu'ils viennent nous apprendre parce qu'eux ont déjà... Il y en a eu, jusqu'il n'y a pas longtemps, il y a un prof là des Polytechniques qui était encore là, jusqu'il n'y a pas longtemps. Hein, pas Tozin, mais un autre avant lui, est parti un peu avant. Il a même été l'un des premiers à créer une université privée ici, mais ça n'a pas tenu, je crois. Haïtien. Donc il a fait venir des gens, parce que les Belges sont partis. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Non, nous ne pouvons pas toujours compter sur les étrangers, même s'ils sont des Noirs. Nous devons créer nos écoles. Et c'est le premier qui va créer tous les instituts que vous connaissez là. Institut supérieur pédagogique. C'est Kasavubu. Avec Lumumba venait déjà malheureusement de mourir, d'être assassiné, mais c'est Kasavubu. Avec l'aide du marché commun, c'est-à-dire l'Union européenne hein, pour le moment, oui, mais il y avait la CEE, là, comment on l'appelait encore? Communauté économique. Communauté économique, voilà. Mais à l'époque, c'était le marché commun. C'est ça. On a construit partout. J'ai l'impression même ceci aussi, c'était parce que je vois, ce sont les mêmes briques. Là, vous voyez, hein, avec les briques rouges là, partout dans les instituts, sur toute l'étendue du pays. Voilà. Alors, et puis un dernier point pour l'éducation, il a maintenu les bourses d'études. Vous avez entendu qu'il a créé la bourse d'études du Mayombe et il a étendu cela, bourse d'études pour les Congolais ici. Quand il est arrivé au pouvoir. Donc, Kasavubu était véritablement un homme de qualité et qui avait renforcé. Le deuxième principe d'action, c'est l'unité nationale, évidemment. Et quand commence la sécession du Katanga, la sécession du Kasaï avec Albert Kalonji, etc., lui et Lumumba étaient toujours ensemble, jusqu'à Matadi. Parce qu'à Matadi aussi, les soldats s'étaient mutinés. Partout, ils étaient ensemble. Ils luttaient ensemble. C'est ainsi que, quand à un certain moment, juste avant sa mort, on demandera à Lumumba ce qu'il pensait de Kasavubu, vous verrez dans les livres, les témoins sont là, il dira « J'aime beaucoup Kasavubu, c'est un homme honnête, intègre. » C'est Lumumba qui témoigne. Entre parenthèses, dans la journée scientifique qu'on avait organisée avec le prof Longon en 91, nous avons recueilli beaucoup de témoignages qui se trouvent dans ce livre. Y compris le témoignage du premier président de l'Assemblée nationale de l'époque, M. Joseph Kassong. Voilà. Alors, un troisième principe, là, il faut le dire également, c'est pour lui, il fallait absolument, pour un Congo très grand, 80 fois la Belgique, 6 fois la France, presque 3e pays le plus grand d'Afrique, il fallait absolument un système de gouvernement qui soit efficace. Pour lui, donc, il fallait le fédéralisme, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, comme en Russie, en URSS à l'époque, comme en Chine, comme en Afrique du Sud. Voilà la forme de l'État à même de pouvoir nous aider à mieux nous organiser. Un système efficace.
comme je disais tout à l'heure là, c'est toujours l'unité. Le fédéralisme, il l'a répété, le fédéralisme n'est pas le séparatisme, comme Tshombe l'a fait, comme Kalonji l'a fait. C'est l'unité. Les États-Unis sont un pays fédéral. Et il y a le séparatisme là-bas. Mais non, c'est une manière de gouverner des pays à immense dimension et à grande diversité ethnique. Donc pour lui, il a fait passer l'idée jusqu'à l'assemblée constituante qu'il a convoquée à Loulouabour. Loulouabour, les jeunes ne savent pas. Loulouabour, c'est Kananga, bien entendu. Et les jeunes savent. Hein? Bien. Il a convoqué une assemblée qui était présidée par Joseph Ileyo, Premier ministre, et aussi par monsieur professeur Marcel Liao. Marcel Liao était secrétaire. Ils ont élaboré une constitution. Mes chers amis, vous pouvez discuter, je ne sais pas, les juristes sont là ou qui lisent beaucoup la Constitution, mais pour moi, c'est la meilleure Constitution du pays. Élaborée essentiellement par Liao, qui venait d'étudier, qui avait été jusqu'à Harvard, donc, et c'était bien conçu. Surtout le modèle d'élection du président de la République. Là, si on avait accepté ça, si Mobutu n'était pas né, si Mobutu n'avait pas emporté leur premier régime, je vous assure, on serait dans le fédéralisme maintenant et le système d'élection ne nous coûterait pas, j'ai toujours dit ça aux étudiants, le système d'élection du président de la République ne peut pas nous coûter $200. J'ai dit $200. Et eux avaient déjà conçu ça. Ça ne peut pas coûter, c'est juste quelques 3-4 rames de papier. Mais si vous posez la question, on pourra dire comment on peut faire des élections avec $200, ou moins de $200. Bien, l'avant-dernier principe, c'est garantir l'indépendance. Vous avez entendu quand il mourait, le professeur Marabia l'a répété, quand il mourait, il a dit à Monseigneur qui lui donnait le sacrement, comment on appelait cela, l'onction suprême, hein, il a dit, la toute dernière chose que vous ferez, c'est livrer le Congo, c'est perdre l'indépendance. Je vous en prie, gardez l'indépendance. Nous devons lutter coûte que coûte pour le maintien. Et je ne peux pas vous donner les actions qu'il a menées pour pouvoir garder l'indépendance. Il a l'indépendance de notre pays. Et on l'a répété, 5e principe, c'est évidemment, si nous voulons bien gouverner, il faut gouverner dans l'honnêteté et dans l'intégrité morale. Il l'a répété, les exemples sont nombreux. Le président de l'Assemblée nationale, le tout premier, Joseph Kasongo, rapportait ceci, que chaque fois qu'on voulait... Non, une fois, on lui a proposé qu'on remplace sa voiture, parce que cette voiture-là des marques, je ne sais pas quoi là, bon, elle était... Eh bien, le président dit, mais comment? C'est inutile, ma voiture là, ça marche encore, et c'est très bien. J'aime bien ça. Ensuite, vous savez qu'en achetant une voiture avec beaucoup d'argent, vous allez appauvrir les pauvres fonctionnaires. Il faut d'abord penser, il dit ça à Kasson, président, parce qu'on voulait voter une dotation présidentielle pour tout ça, entre autres, mais il dit non, regardez d'abord les fonctionnaires, combien ils ont. Regardez d'abord, oui, ça se trouve même là, voilà, et le prof, c'est mon assistant technique. Non. Oui, c'est ça, hein? Voilà. Hein? Non. Il dit non, voilà, il dit non, mon cher Kasongo, nous avons des conditions sociales meilleures, nous, les dirigeants. Occupons-nous à améliorer la situation de nos frères pour lesquels nous avons réclamé l'indépendance.
Voilà. Ça se trouve là. Ça, c'est le cas. Hein, c'est le premier président de l'Assemblée nationale qui témoigne. Et lumumbiste. Et lumumbiste, voilà. Il était lumumbiste, celui-là. Kassongo, Joseph Kassongo. Donc, il avait des vertus, comme on l'a dit, vraiment formidables. Et il fallait toujours penser, et d'abord à l'autre, et cela. Je terminais par là en disant que le sixième principe pour lui, c'était absolument gouverner dans l'amour des compatriotes. Et lui, il appelait toujours les chers compatriotes. Hein? Son neveu doit connaître bien ça, peut l'imiter aussi. Mes chers compatriotes. Donc, lui, tout, d'abord, tout, absolument tout, c'est les autres, les compatriotes qui souffrent. Et donc, pour pouvoir illustrer cela, de nouveau, toujours le Kassongo, le président, il nous dit, voilà, les salaires étaient transparents. L'abbé Vumuka l'a répété. Tout le monde connaissait ce que touchait tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez ce que touche le ministre maintenant. Mais à l'époque, tout le monde savait. Le huissier, comme il a dit, et il a pris les informations dans notre témoignage ici. Oui, je les ai notées même dans mon carnet. Le huissier, c'est-à-dire le dernier devait toucher 10 000 francs. 10 000 francs congolais à l'époque, donc 10 000 francs, c'était l'équivalent, d'après le ministre de la fonction, ancien ministre de la fonction publique, Benjamin Mukulungu, dont je venais de faire une préface pour un livre qu'il publie sur la fonction publique, ça correspondait, les 10 000 francs correspondaient à 208 $. 208 $, le dernier, 208. Et le chef de bureau, il y avait toujours un écart de 5 000 francs. Celui qui venait après, c'est 15 000, 20 000. Et le chef de bureau avait 30 000 francs. Le directeur, 45 000. Le directeur général, 50 000. Mais le secrétaire général, là aussi, il y avait un peu une... Hein, lui aussi avait 50 000. Multiplié par vos 208, hein, ou, pardon, oui, 5 fois 208. Et vous trouverez, je crois que ça faisait 1040 $. En dollars, si vous voulez. Le ministre avait 60 000 francs. C'est-à-dire l'équivalent de 1248 $. C'était consistant à l'époque, parce que la VOE coûtait combien encore, vous qui avez eu de... 500 $. 500 $. Oui. 500. La VOE. Neuve. Ici, à, comment on appelait ça, Asda. Asda, voilà. Donc, c'était ministre 60 000 francs, c'est-à-dire 1248 $. Le premier ministre Lumumba, Ileyo et les autres, 65 000 francs. Hein, c'est ça, hein? C'est combien, là, c'est le premier ministre? Parce que le président, lui, avait 75 000 francs. 75 000 francs, c'est-à-dire à peu près 1600 $ à l'époque. Vous voyez, il fallait laisser l'argent pour la construction des instituts supérieurs, des routes, etc., par faire ce que l'homme blanc avait laissé. Bref, je termine en vous disant que si on avait suivi le président Kasavubu, dans son esprit, dans sa manière de voir les choses et dans sa manière de gouverner, le Congo serait devenu un très grand pays, très puissant, prospère, développé, au même titre que, si pas plus que, le Canada ou la Corée du Sud actuelle, qui était justement à cette époque-là au même niveau. Vous voyez, nous serions comme le cas, mais avec toutes les richesses minières que nous avons et qu'on est en train d'extraire, nous serions bien avant le Canada.
C'est triste, mes chers amis. Pourquoi nous en sommes arrivés à... Mais parce qu'on a oublié les valeurs. On a oublié que voler, détourner des millions. Et ici chez nous, c'est toujours en termes de millions de dollars. Ah bon? Les détournements. Tandis que j'ai entendu, même ce matin ou hier, j'ai entendu en Europe, on accuse quelqu'un d'avoir détourné 120 000 dollars. Mais chez nous, allez voir dans les passations de marché. Allez voir ce qui se passe. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous l'avouer, ça continue. Donc, nous avons l'obligation de demander à ceux qui luttent contre la corruption, les détournements, de redoubler d'efforts. Et je pense que si nous voyons ce que fait le président de la République actuelle, il y a de l'espoir de nous en sortir. Je vous remercie. Pendant tout,